moi, je suis thérapeute familiale et donc je vais vous parler de la régulation émotionnelle dans les contextes relationnels, justement. Alors, cette question des émotions, elle existait déjà dans la thérapie familiale dans les années 60 avec les travaux euh, de Murray Bowen, hein, euh, euh, voilà, qui avait une approche vraiment intéressante. Murray Bowen, il distinguait le système des émotions et le système intellectuel. Et ce qu'il disait, c'est que, enfin, il s'intéressait aux compétences pour faire fonctionner chacun de ces systèmes de manière autonome. Et si la personne, en quelque sorte, faisait fusionner ces deux systèmes ou les deux systèmes ne communiquaient absolument pas, il disait qu'il y avait un bas niveau de différenciation du soi, hein. Il y avait ce concept de différenciation de soi qui était vraiment intéressant chez Murray Bowen et il montrait que quand on avait un bas niveau de différenciation du soi, eh bien, on était plus angoissé. Euh, voilà. Donc voilà, c'était assez intéressant et alors, attendez, je passer la diapo, ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, il ne parlait pas de régulation émotionnelle, mais en même temps, c'était un peu ça. Donc, ce terme de régulation émotionnelle, il est plus récent. La régulation émotionnelle, bah, ça s'apprend, comme disait Gérard, au sein de la famille, et ça s'apprend dès la naissance, hein. Alors, quand le bébé est né, ben, il n'a pas de mots, il n'a pas de compétences pour réguler ses propres émotions. Et ce qui se passe, c'est que le parent, quand il perçoit une émotion chez son enfant, il va réagir de manière synchrone et euh, soit parler, soit exprimer l'émotion de l'enfant. Et comme le parent a une tendance à exagérer, eh bien, l'enfant, il comprend que c'est pas une émotion du parent, mais que c'est le parent qui, en feedback, lui renvoie quelque chose de ce qu'il est en train de vivre. Donc, il y a là un processus de co-régulation, hein, et qui va apaiser le bébé et il apprend par ce feedback, hein, à réguler ses propres émotions, ce qu'il arrive à faire après 5 mois. Voilà. Ensuite, euh, on a aussi, Gérard avait parlé de Pierre Rousseau, hein, il y a des chercheurs qui ont travaillé avec la vidéo et qui ont étudié les interactions mère-enfant. Et donc, ça nous a permis de mieux comprendre, hein, comme a pu le montrer Gérard, comment, comment voilà, les phénomènes d'accordage affectif, comment l'enfant est rassuré par le parent ou au contraire, comment il peut être inquiet de ce qui se passe ou de la perte de contact avec son parent. Donc là, on a les travaux de Daniel Stern, de Elisabeth Fivas de Pur-Singe et de George Downing qui sont vraiment très intéressants sur la vidéo-analyse. Alors, toujours pour faire un petit panorama, hein, des travaux pour comprendre comment s'apprend la régulation émotionnelle dans la famille, nous avons aussi des travaux d'Olodinsky et Friedmayer qui montrent que euh, l'apprentissage de la régulation émotionnelle se fait en 4 phases. Donc, ils définissent une première phase où les parents introduisent les premières normes dans leur interaction avec l'enfant. Et à travers leur réaction d'approbation ou de désapprobation, l'enfant apprend à mieux connaître ces normes. Et l'enfant va progressivement comprendre que ses actions provoquent des réactions particulières chez ses parents. Oh là là, c'est Nana du Québec. Ensuite, dans la deuxième Pardon, phase, pensez à couper vos micros. Là, excuse-moi, Nathalie, hein. Pensez à couper vos ouais, micros quand vous. Excuse-moi, oui. ok. Oui, alors dans la deuxième phase, l'enfant commence à diriger ses actions selon l'approbation des parents et il comprend qu'il existe des comportements et des réactions socialement acceptées et d'autres qui ne le sont pas. Puis, il internalise les normes sociales liées aux émotions et il commence à respecter les autres. Et enfin, il peut imaginer ce que les autres ressentent et réguler ses émotions tout seul. Alors, un autre auteur, enfin, c'est l'équipe d'Amanda Morris que je trouve vraiment passionnant, qui a montré donc
voilà, qui a étudié de manière très fine quelles sont les voies de cet apprentissage de la régulation émotionnelle. Et donc cette équipe, elle observe trois voies. La voie de l'observation, la voie des pratiques parentales, par exemple, le parent peut faire un coaching à son enfant, et la voie du climat émotionnel de la famille. Hein. Ça, c'est tout ce qui relève du style d'attachement, des relations conjugales, de l'expressivité dans la famille. Euh, voilà. Et donc, à partir de ces trois voies, l'enfant va construire ses propres stratégies de régulation émotionnelle, mais qui vont aussi être impactées par les caractéristiques du parent, hein, son histoire familiale, hein, je vous en reparlerai après, et les caractéristiques de l'enfant, parce que l'enfant a aussi des caractéristiques propres, et on voit que deux enfants dans la même fratrie ne vont pas réagir de la même manière. Voilà, alors là, je vous ai présenté quelques théories sur l'apprentissage de la régulation émotionnelle selon une perspective développementale. Et je vais maintenant vous parler de l'apport des neurosciences en m'appuyant sur un exemple clinique en thérapie familiale. Donc, c'est une maman qui vient me voir avec son fils Flavien qui a 17 ans, qui a un problème de dépression, qui consomme du cannabis et qui, on l'apprendra après aussi, s'automutile. Et elle se plaint donc de la violence de son fils et des disputes récurrentes qu'il y a entre eux. Euh, voilà. Donc, en fait, ce qu'on observe assez rapidement quand ils racontent leurs disputes, c'est que bah, ça se déroule toujours selon le même scénario. Euh, il y a une sorte d'inducteur qui est que Flavien fait pas ce que sa mère lui demande. Par exemple, il n'a pas rangé son assiette dans le lave-vaisselle ou il a oublié de sortir le linge de la machine parce qu'elle lui demande de s'occuper de son linge. Ou alors il joue à la PlayStation dans la pièce commune. Et donc, à ce moment-là, elle lui fait un reproche. Elle lui demande, par exemple, d'arrêter la PlayStation ou elle lui demande ranger de faire sa vaisselle. Et Flavien réagit avec agressivité. À ce moment-là, Madame A, plutôt que de temporiser, elle réagit aussi avec agressivité. Et donc, il y a un échange comme ça où il y a des mots blessants qui sont échangés. À partir de là, ils vont s'éviter, hein, ils sont très fâchés tous les deux, et il va y avoir une période en quelque sorte d'apaisement dans ce moment de distance, jusqu'au moment où, rebelote, à nouveau, il y a quelque chose qui heurte Madame, et elle fait une remarque à son fils. Voilà, alors moi je m'interroge sur cette mère qui s'énerve parce que son fils oublie de sortir le linge de la machine ou de mettre son assiette dans le lave-vaisselle. Alors par rapport à mon contre-transfert, je peux peut-être dire que j'ai eu moi-même des enfants, des garçons ados, et voilà. Donc ça me pose question parce que bah, on sait bien que nous-mêmes on peut oublier aussi. Et je me demande qu'est-ce qui fait qu'elle est tellement en colère. Et en fait, petit à petit, elle va raconter son histoire et je découvre donc qu'elle est issue d'une fratrie de trois, donc une grande sœur qui a 50 plus, une sœur jumelle, et la grande sœur a eu des problèmes de drogue durant son adolescence. Et ce qu'elle dit, c'est qu'avec sa sœur jumelle, eh bien, elle faisait en sorte de ne pas en rajouter en quelque sorte euh, pour protéger en quelque sorte les parents. Elle dit, on s'occupait fort peu de nous et on essayait à chaque fois d'être zéro problème, zéro défaut, zéro tout, pour que mes parents puissent ne pas être ennuyés par deux jumelles qui posent un problème en plus de notre sœur aînée. Voilà, alors quand j'entends ça, je sens bien que cette expérience de vie a façonné le système de perception-réaction de Madame A et ce que Moni El-Kaïm appelle la construction du monde, hein, qu'on pourrait résumer ainsi pour Madame A. Les autres ne prennent pas soin de moi, ils ne sont pas à l'écoute de mes besoins. D'où le fait que vous voyez, l'inducteur, c'est un moment où son fils ne prend pas soin d'elle, n'est pas à l'écoute de ses besoins, ne la soutient pas en s'occupant des tâches ménagères ou en ne bloquant pas la télévision au moment où elle voudrait regarder sa série télévisée. Voilà, mais alors voilà, l'histoire de construction du monde, il y a son pendant, on va dire, qui est le programme officiel. Hein. Vous connaissez cette approche de Moniel Caïm de double lien où d'un côté, on veut quelque chose, mais en même temps, on ne croit pas que c'est possible. Donc, ce que Madame A veut, c'est qu'elle veut du soutien, de l'aide, de l'attention. Mais en même temps, elle ne croit pas ça possible.
Ce qui fait que tout ce que son fils peut faire, elle ne le reconnaît pas. En revanche, elle va aller chercher précisément des petits détails, des petites choses euh, pour pouvoir valider en fait sa construction du monde. Donc, on voit que cette expérience vécue dans l'enfance et dans l'adolescence va participer hein, à ce système de perception-réaction de Madame A et de ce que Daniel Stern appelle les représentations des interactions qui se sont généralisées. Voilà, c'est un concept que j'aime bien et qui est à l'origine de... Enfin, Moni El-Kaïm s'était appuyé sur les travaux de Stern pour son concept de construction du monde. Donc Stern, donc, il parle de la petite enfance. Hein, vous savez que c'est un spécialiste des relations mère-enfant précoces. Et il montre que ces schémas permettent à l'enfant d'anticiper et de se protéger des souffrances à venir dans les relations. Du coup, euh, alors en fait, comme c'est vraiment dans l'enfance, euh, nous n'en avons pas de souvenirs précis. Vous voyez, ça se joue au niveau sensoriel. Et ce passé de la relation mère-enfant est inscrit dans notre corps, dans des connexions synaptiques sous forme de schémas, donc qui peuvent être activés dans certaines circonstances. En l'occurrence, par exemple, si je reprends le cas de Madame A, dans des moments où elle a le sentiment qu'on ne s'occupe pas d'elle. Hein, de la même manière, dans la relation thérapeutique, si j'étais trop proche de son fils, elle réagissait violemment. Donc ces schémas, ils fonctionnent comme un filtre autoréférentiel, ils orientent la perception et l'interprétation que nous avons du monde. Et on retrouve aussi là l'idée de Nardone qui dit si le symptôme est ancré, fait partie de la personne, c'est parce que la personne est entrée dans un système de perception-réaction qui tourne en boucle. Donc elle ne sort plus et qui l'identifie à son symptôme. Alors, maintenant, je vais en arriver aux neurosciences avec Daniel Siegel, qui a fondé la neurobiologie interpersonnelle et qui nous apporte aussi un éclairage sur la manière dont se construit ce système de perception-réaction. Euh, alors, pour lui, ce système va se mettre en place dans les interactions entre les processus neurophysiologiques et les relations interpersonnelles. Hein, c'est-à-dire que ce qui se joue dans la relation va façonner quelque chose au niveau neurophysiologique, va en quelque sorte, Gérard parlait de millions de synapses, de créer des schémas neuronaux. Donc voilà. Donc il parle du coup d'esprit relationnel euh, et du coup ça veut dire que quand le parent n'a pas été réceptif aux besoins émotionnels de l'enfant, quand il y a eu des moments difficiles dans la relation qui dépassent la capacité d'adaptation de l'enfant, eh bien, il y a un attachement insécure qui va se développer et l'enfant ne pourra pas intégrer cet événement relationnel traumatique. Pour Siegel, en fait, les traumatismes non résolus entraînent un manque de connexion et de différenciation, et il voit ça comme des troubles de l'interaction. Donc, ce que nous retrouvons chez Flavien et sa mère, Madame A ne peut pas se connecter à son fils et ne peut pas comprendre que les solutions qui sont les siennes, comme la méditation, hein, parce que quand elle dit qu'elle veut aider son fils, elle apporte plein de choses, mais elle n'est pas suffisamment connectée à son fils pour se rendre compte que ce n'est pas les bonnes solutions pour lui. Et donc, on peut voir donc ces disputes récurrentes comme des troubles de l'intégration, puisque Madame A n'a pas intégré les blessures anciennes et rejoue cela dans la relation avec son fils. Donc, un autre apport des neurosciences, c'est la théorie de Martin Conway sur la mémoire autobiographique. Alors, pour Martin Conway, la mémoire autobiographique, elle s'organise en trois composantes, le self conceptuel, la mémoire épisodique et le self exécutif. Et alors, je vous présente cette théorie parce que finalement, ces disputes récurrentes qui fonctionnent comme un rituel, eh bien, c'est ce qui correspond au self-exécutif. C'est-à-dire que euh, dans cette perception que Madame euh, a d'elle-même comme quelqu'un dont on ne prend pas, dont on ne tient pas compte, hein, il n'y a personne qui est attentif à elle, eh bien, c'est en renforçant en quelque sorte les petits moments où son fils a oublié de mettre l'assiette dans le lave-vaisselle, qu'elle va renforcer ce self-conceptuel. Le self-conceptuel, donc, c'est la manière dont on se raconte, vous voyez.
Hein. Voilà, donc on voit le sens que ça peut avoir au niveau de la mémoire. C'est-à-dire que si, quelque part, si elle rejouait pas ça avec son fils, ben, elle changerait, elle deviendrait quelqu'un d'autre, vous voyez. En tout cas, au niveau de l'attachement, au niveau de la sécurité intérieure, il se jouerait quelque chose. Et c'est parce qu'elle, en quelque sorte, ce self-exécutif agit, met en place une répétition des moments douloureux de son enfance, qu'elle continue à exister, en quelque sorte, sur ce mode-là. Donc, j'ai trouvé très intéressant cette notion de self-exécutive chez Martin Conway. Alors, on retrouve cette question de la mémoire aussi chez Candel et Ledoux, qui vont s'intéresser à la mémoire implicite et qui montrent que cette mémoire est influencée par des événements et par des expériences émotionnelles dont le souvenir gouverne la conduite sans une conscience explicite de l'expérience et de l'apprentissage passé. Hein, c'est là où c'est pas simple, c'est que naturellement, on ne fait pas le lien entre ce qu'on est en train de jouer avec nos enfants et ce qui s'est passé avec nos parents. Hein, en tout cas, quand il y a ce trouble de l'intégration et qu'on n'a pas pu élaborer ces, ces événements passés. Euh, voilà, alors on a aussi cette question de la peur, en fait. Ces souvenirs affectifs vont bien au-delà de la conscience car ils sont stockés sous forme de réseaux d'associations en structures subcorticales comme l'amygdale et en particulier qui est le cœur du cerveau émotionnel, selon Ledoux. Et Ledoux fait le lien entre la mémoire émotionnelle inconsciente et les souvenirs conscients d'expériences émotionnelles. Il montre ainsi que l'état de stress post-traumatique, les anxiétés, les phobies, les crises de panique émergent des profondeurs du fonctionnement inconscient du système de la peur. Voilà, donc ce système de la peur est vraiment fondamentale dans ces troubles de la régulation émotionnelle et dans ces difficultés qu'on peut avoir dans les relations. Alors, un autre auteur, Gérard Edelman, qui a apporté sa pierre à l'édifice, et Gérard Edelman, c'est quelqu'un qui montre que le souvenir n'est pas quelque chose de figé, mais prend une forme dans les interactions présentes. Vous voyez, ça rejoint un peu cette question du self-exécutif. C'est-à-dire que ce qui se joue dans le présent va donner une forme au souvenir qui pourrait s'estomper. Hein. Donc le souvenir, c'est pas comme si c'était quelque chose dans l'ordinateur, un fichier qu'on récupère de manière intacte. C'est quelque chose qui se transforme avec le temps. Donc la mémoire ne doit pas être considérée comme un lieu d'archivage où sont déposés des souvenirs selon une organisation et une codification donnée, car les souvenirs ne conservent pas une forme intégrale, mais des traces significatives. Les recherches montrent l'existence de fragments de souvenirs qui s'intègrent en un processus présentant des connotations particulières selon le contexte interactif du moment lors de leur remémoration dans le présent. Vous voyez, et ça c'est important parce que du coup, dans le contexte interactif de la thérapie, de la relation thérapeutique, on va pouvoir faire bouger les choses. Donc, du coup, il parle plutôt, il dit que c'est le présent et non pas le passé que nous sommes attentifs à reconnaître et à rappeler, et il parle de présent remémoré. Alors, un autre concept que je trouve très intéressant dans les neurosciences, c'est la fenêtre de tolérance qui a été développée d'abord par Siegel, puis qui a été repris par d'autres auteurs comme Alan Shore ou Patrick Ogden. La fenêtre de tolérance, donc, ça correspond à l'espace où le sujet a conscience de ses émotions et de réguler ses émotions, de rester connecté à ce qui se passe ici et maintenant et de ne pas se dissocier. Hein, vous voyez, c'est-à-dire qu'il comprend ce qui se passe dans son corps. Au-delà de cette fenêtre, le sujet va se dysréguler. C'est ce qu'on voit avec Madame A et Flavien. Hein. Donc, quand il y a cet inducteur, quand ça vient réactiver quelque chose qui est douloureux chez Madame A, elle n'a pas cette conscience émotionnelle. Elle est donc focalisée sur son fils en se disant que son fils est violent et elle ne voit pas sa propre violence en quelque sorte. Donc en thérapie, on va aller vers les zones les plus saturées, celles qui sont des zones dites de danger, hein, puisqu'on va travailler avec ça. Et voilà, quand on va vers ces zones, eh bien, vers l'état dysrégulé, on a deux possibilités, où on est en hyperactivation ou on est en hypoactivation.
Alors, un autre rapport aussi qui m'a intéressée, c'est la théorie polyvagale développée par Stephen Porges, qui conceptualise les relations entre le système nerveux autonome, les émotions et le comportement social, et propose une explication donc des mécanismes impliqués lorsque l'organisme rencontre une menace. Donc, alors, c'est une théorie qui donne un rôle central au nerf vague au sein du système nerveux autonome dans la régulation de la réponse au stress et dans la compréhension des comportements sociaux. Et donc, selon Porges, le système nerveux autonome se divise en trois parties distinctes et chacune est associée à des comportements et des émotions spécifiques. Voilà, je ne vais pas plus. Euh, du, du- du coup, voilà, cette question. Enfin, bon, Porges s'intéresse au processus de détection des signaux de sécurité et de danger, hein. Donc, vous voyez en quelque sorte Madame A, quand elle voit son fils qui qui est par exemple sur la PlayStation alors qu'elle voudrait regarder une émission, hein, puisqu'ils ont en fait qu'une télé, qu'un seul écran dans la famille. Ben, pour elle, c'est danger. Voilà. Enfin, elle perd cette sécurité de pouvoir se détendre, de regarder la télévision. Euh, et voilà. Et donc, c'est ça qui va la faire réagir très fortement, hein. Donc, c'est ces processus-là qu'a pu étudier Borges en s'intéressant aux nerfs vagues. Euh, Voilà. Je... En fait, c'est une approche qui est assez controversée et peut-être je peux juste évoquer les travaux de Juliane Teiller sur son modèle d'intégration neuroviscérale qui donc euh, va lui montrer que en fait, c'est pas seulement le cerveau qui envoie des signaux partout, mais ça peut être aussi, par exemple, le cœur qui envoie des signaux au cerveau, hein. L'activité cardiaque peut moduler la fonction cérébrale par le biais des ondes de pression artérielle, des hormones et des afférences vagales, hein. Donc voilà, il y a peut-être d'autres approches. En fait, cette théorie polyvagale, elle fait beaucoup de bruit en ce moment. Mais il y a encore des recherches à faire pour valider toutes les hypothèses de Porges et il y a aussi des travaux qui vont dans un sens un tout petit peu différent. Voilà, donc je vais peut-être conclure en- cet exemple de Madame A et de Flavien montre comment, dès qu'on sent un danger, on peut être dysrégulé et on peut réagir à ces émotions qu'on ressent de manière folle, on pourrait dire, ou en tout cas de manière pas adaptée. Et donc, d'où l'importance dans la thérapie, hein, donc de créer un climat de sécurité et d'aider le patient à se sécuriser, à trouver sa propre sécurité intérieure. Donc pour cette régulation émotionnelle, eh bien, le thérapeute va apporter sa propre régulation émotionnelle et un peu comme la mère avec l'enfant, comme le décrivait Daniel Stern, eh bien, le thérapeute va co-réguler en quelque sorte l'émotion du patient et lui faire vivre une expérience émotionnelle correctrice, en quelque sorte, hein. Donc, pour un bien-être émotionnel, il est crucial de pouvoir expérimenter à la fois la co-régulation avec les autres et l'autorégulation. Dans le contexte de la thérapie, l'idée, ça va être, si le patient a un attachement insécure, ben, de créer un contexte qui lui permettra d'acquérir un attachement sécure, hein, ce dont parlait Men et Goldwyn, c'est-à-dire qu'il y a aussi un attachement sécure qui peut être acquis. Et pour ça, la réciprocité et le feedback sont essentiels pour naviguer et réussir ces processus de réparation dans les relations. Mais pour que ce changement advienne, eh bien, il ne suffit pas d'une séance. Il faut répéter, répéter, parce qu'il faut que ces connexions synaptiques qui correspondent au schéma qui, qui amène la personne à réagir violemment à certaines émotions, eh bien, s'éteignent pour que d'autres schémas se mettent en place. Et donc, voilà, il faut répéter, il faut des expériences répétées de réparation pour que le système nerveux apprenne et s'adapte à de nouveaux schémas de comportement.